aujourd'hui, c'est la 8e et dernière conférence du cycle 2021 du cours public de la Société archéologique de Bordeaux, consacrée cette année à la ville médiévale de Saint-Émilion. J'espère, je crois, d'après la fréquentation qu'il y a eu jusqu'à maintenant et encore maintenant, que ce cycle vous a plu, malgré les restrictions imposées par les restrictions sanitaires, par le contexte sanitaire, ou peut-être même en partie grâce à elle, parce que finalement les gens sont obligés de rester chez eux et ils se connectent parfois plus facilement. Toujours est-il que la Société archéologique de Bordeaux et moi-même nous félicitons de ce succès et nous en sommes vraiment très heureux. Il doit beaucoup à nos conférenciers, il y en a ici qui sont présents, beaucoup à eux que je voudrais encore une fois remercier, tous ceux qui sont présents, ceux qui sont absents. Il doit aussi à la société, bien sûr, qui a pu l'organiser. Je veux juste faire un tout petit appel comme ça, rappeler qu'une association n'est que ce que ses membres en font. Alors, si vous voulez nous remercier, si vous avez été content, n'hésitez pas à adhérer et à prendre contact avec nous. Toutes les indications sont sur notre site www.société-archéologique-bordeaux.fr. Cela dit, si vous tapez Société archéologique de Bordeaux, ça sort automatiquement. Donc voilà, c'est un petit appel, mais il me faut quand même le passer, même... ouais, bon. Cela dit, on a donc encore une conférence à venir et j'en suis très, très heureux de l'introduire. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, il y en a qui le connaissent très bien dans l'assistance, qui ne connaissent pas bien Pierre Lucu. Pierre est Saint-Émilionnais depuis 45 ans et se plaît à répéter que ça fait 45 ans qu'il est là. Et il est tombé sous le charme du patrimoine de Saint-Émilion. Du coup, il s'est improvisé historien, ce qui n'est pas sa formation, et il s'est attaché à découvrir, mais il le fait très bien, et il s'est attaché à découvrir et à faire découvrir le petit patrimoine rural de la juridiction. Il a ainsi publié 3 livres sur les croix, sur les cabanes de vigne et de pêche, et le dernier sur les moulins. Les 2 derniers ont reçu le prix de la Fondation du patrimoine décerné par l'Académie nationale des sciences, belles lettres et arts de Bordeaux. C'est toujours long à prononcer ça, mais bon, c'est l'Académie, quoi. Donc, le prix, bravo. Et en ce moment, il prépare un 4e livre qu'il consacre à Émilien Pigano, et qui est un personnage qu'il va nous présenter dans un instant. Pierre Lucu n'est pas vraiment accoutumé à la magie des conférences et encore moins à celle des visioconférences. Pourtant, il va tenter une autre magie par ce biais. Nous faire revivre une journée historique, celle du 14 juin 1885, où Émilien Pigano fait découvrir à la Société archéologique de Bordeaux la ville médiévale de Saint-Émilion. Il n'y a pas, m'avait-il semblé, et j'en suis absolument persuadé maintenant que j'ai eu droit à quelques petits bouts de répétition de temps en temps, il n'y a pas de meilleure conclusion à notre cycle de cours public qu'un tel retour sur l'histoire. Et Pierre, je te cède la parole et te souhaite bon courage. Je m'efface. Lance ton partage d'écran. Je vais commencer en ne remerciant pas Pierre Regaldo, président de la Société archéologique de Bordeaux, pour m'avoir imposé cette épreuve de visioconférence. Je ne suis pas du tout accoutumé. Je le remercie aussi parce qu'il a permis de relier toute la famille. Et deuxièmement, je le remercie beaucoup aussi de m'avoir invité à participer à cette série de conférences sur le thème de Saint-Émilion qui m'est cher, dans le cadre des cours publics. Marie-France Lacoulabart, présidente honoraire de la Société archéologique de Bordeaux, je dirais SAB,
au fur et à mesure. Nous apprend dans la revue archéologique de Bordeaux que le cours public avait été créé dès 1873 par Pierre Sansas, fondateur aussi de la SAB à cette époque. Il était destiné, ce cours public, je cite, aux moins favorisés, afin de leur permettre d'accéder à un savoir dont on pense qu'il est facteur décisif de progrès social. Si le public a changé, l'idée de cours public demeure. Continuons de poser cette visioconférence dans le contexte historique et culturel de l'époque. Dans ce même temps, en 1873, l'histoire de la Société archéologique de Bordeaux et des sociétés savantes du XIXe siècle, j'en oublie de passer, allient dans leurs objectifs érudition, sociabilité, avec la notion de patrimoine. Culmine dans les excursions qui sont complétées par un banquet avec des menus d'où nos préoccupations diététiques sont bien absentes, dit encore Marie-France Laboulabar. Nous en reparlerons. 2 excursions sont organisées chaque année au sein de la SAB pour concrétiser ces objectifs. L'excursion qui nous intéresse du 14 juin 1885 inaugurera cette série. Elle entre tout à fait dans ce cadre et Émilien Pigano, qui en sera le guide, l'exprime dans son compte-rendu qui servira de trame à cette intervention. Émilien Pigano, dessinateur, archéologue, poète, est élève des Beaux-Arts de Paris, fidèle auditeur de Jérôme et des maîtres de l'époque de 1856 à 1862. Il revient à Bordeaux en tant que professeur de dessin et il sera secrétaire adjoint de la SAB en 1873, au moment de sa création, et son président en 1896. Il est aussi actif dans d'autres sociétés savantes bordelaises et régionales, aux côtés de Léo Drouin, qu'il nomme le savant archéologue. Léo Drouin, je rappelle, 1816-1896, 17 ans donc de plus que Émilien Pigano. Il est aussi lié à la cité de Saint-Émilion, ses parents ayant acquis un petit domaine au lieu-dit Jean Melin, en bord de Dordogne, au lieu-dit Jean Melin, voilà. Il est cofondateur et président de la Société d'histoire et d'archéologie de Saint-Émilion en 1905, conseiller municipal de la cité en 1888, 1892, 1896, en transcrivant entre autres les archives de la ville de Saint-Émilion. Nous ne présenterons pas une biographie exhaustive de l'artiste, mais nous retiendrons des propos laudatifs, certes, émanant des différentes nécrologies, des qualificatifs qui témoignent de beaucoup d'attachement pour l'homme, Émilien Pigano, et c'est ce qui m'intéresse en premier. On lit ceci. Élève studieux et appliqué, lauréat de plusieurs concours au talent reconnu. Il forme des élèves de grand mérite grâce aux bons principes qu'il sut développer chez eux, non seulement dans l'étude du beau, mais aussi au point de vue de leur conscience professionnelle. Il était artiste dans l'âme, il avait cette profondeur de vue, cette foi dans le bien, cet amour de la droiture qui annonce un esprit d'élite. Il avait aussi une grande force de volonté à laquelle s'alliait une puissance de travail qui lui ont permis d'effectuer un labeur considérable avec dévouement et compétence. Poète élégant, de tempérament très indépendant, simple, modeste, amène, l'historien et l'archéologue marchaient de compagnie. Le jour de ses obsèques à Saint-Émilion, M. Dufoussat, président de la Société d'histoire et d'archéologie de Saint-Émilion, a rappelé dans son discours un mot qui le peint complètement. Émilien Pigano dit ceci. À Paris, je serais peut-être devenu quelque chose dans la littérature ou les arts. J'ai eu peur de ce monde, dont j'eusse peut-être été aussi l'esclave. Je suis resté humble, mais libre. On lit aussi ceci. Précurseur même de l'archéologie locale, excellent artiste et homme de bien, il laisse un héritage de probité et honneur. Né en 1833, il meurt en 1911 à Saint-Émilion, en bord de Dordogne. Il est enterré à Bordeaux, au cimetière de la Chartreuse. Son portrait ici nous montre un homme élégant, sans ostentation, habillé à la mode de l'époque, avec un veston, un gilet, une chemise blanche sans nœud,
un pantalon de flanelle clair. La canne et la montre à gousset complètent le style. La barbe et les cheveux sont laissés nature. Le buste est droit, le regard franc et doux. On devine un léger sourire. Pourquoi ne pas rapprocher cette douceur avec l'impression ressentie en observant le dessin suivant? Le trait est souple, délicat. La gravure est juste. Tout est à sa place. Un Saint-Émilion réel dans l'irréel, posé comme sur un nuage. Émilien Pigano nous laisse un compte rendu de cette excursion du 14 juin 1885. Je lirai par moments ce récit afin que vous découvriez son art littéraire avec des phrases de plus de 10 lignes, son sens poétique, la qualité de ses références, la précision de ses descriptions. Chaque monument que vous verrez ainsi présenté sera illustré par les dessins de l'artiste, quelquefois plusieurs dessins pour un même lieu, quelquefois aussi plusieurs techniques pour un même détail. Le crayon est particulièrement utilisé, plusieurs sortes de crayons, parfois rehaussés par la plume. Le lavis et l'aquarelle sont aussi présents. Nous remarquons souvent aussi le passage du général au particulier et au détail. Nous observons comment il collationne les feuillets de ses carnets. Tous ces dessins viennent d'être numérisés par la SAB et je remercie Pierre Regaldo de me les avoir confiés par l'intermédiaire de Pascal Ricaret. Ce dernier et Marguerite Stahl ont dirigé ces travaux de numérisation. Les dessins ont été confiés à la SAB par Émilien Pigano. Les tableaux appartiennent à la mairie de Saint-Émilion et à la Société d'histoire et d'archéologie de Saint-Émilion. Enfin, les toutes dernières œuvres du reportage sont mises à notre disposition par la famille Bruno qui habite maintenant le château Pigano, lieu où décédé Emmanuel Pigano. Abordons maintenant le compte rendu de cette excursion du 14 juin 1885. En ces périodes de recherche de sens, le premier mot mérite une explication. Excursion de la Société archéologique, messieurs. Citons encore Marie-France Lacoue-Labarthe. La question de l'admission des dames se pose dès la première réunion préparatoire des statuts en 1793. Finalement, il n'en fut rien, et le recrutement jusque dans les années 1900 reste exclusivement masculin. La mixité s'introduit peut-être par le biais des excursions. C'est en 1910 que les statuts précisent que les dames peuvent faire partie de l'association. Et si l'on n'en cite qu'une, ce serait en 1910, mademoiselle Henriette de Pierrodon, châtelaine de Puisseguin, secrétaire de la Société d'histoire et d'archéologie de Saint-Émilion. Et c'est sans doute un pas décisif qui a été franchi en 2004, quand une femme pour la première fois a été choisie pour la présidence. Il s'agit de Marie-France Lacoue-Labarthe. Commençons donc ce compte rendu. Messieurs, alors écoutez bien le style, mais il est intéressant que je vous le situe dans ce contexte. Obtempérant au désir manifesté dans la séance du 8 mai dernier par plusieurs membres de la société de voir inaugurer comme nouveau lien de confraternité un système d'excursion scientifique à travers notre riche département pour constater de visu les richesses archéologiques sur lesquelles nous avons déjà, dans nos 8 volumes, publié de nombreuses et intéressantes notices. Le bureau, d'accord avec ses confrères, avait décidé pour le dimanche 14 juin une excursion à Saint-Émilion. On ne pouvait mieux choisir, avait-on dit, pour inaugurer nos promenades, que cette attrayante localité où fourmillent à chaque pas les souvenirs de tous les âges, d'autant que l'un de nous, et je ne le nomme pas, enfant du pays pour ainsi dire, était peut-être mieux que tout autre capable d'en faire apprécier les curiosités. Oui, messieurs, désignés d'une voie commune pour diriger cette excursion, facile en ses moyens, ravissante en son but, je me suis tout de cœur mis à la disposition de mes chers confrères. Rendu depuis la veille à mon petit domaine de Pierrefitte, notre excellent secrétaire général, M. de Monsignac, nous sommes cheminés le dimanche matin vers la gare qui dessert Saint-Émilion. Le train parti de Bordeaux, dès l'aurore, 5h45, et qui arrive à cette gare à 7h18, a déposé dans nos bras 4 seulement de nos amis. Bientôt, nous arrivons à Saint-Émilion par la place ombragée, dans le fond du vallon, où s'élevait jadis la porte du Caire.
Voici donc deux cartes, toujours dessinées par Emilien Pigano. La première carte, ici à gauche, date de 1870. On le reconnaît parce que la rue Gadet n'est pas encore tracée. Elle représente le trajet que vont faire ces gens-là pour aller faire quelque chose que je vous dirai plus tard. Ici, une vue cavalière de Saint-Émilion. Vous voyez, c'est une reconstitution du XVIe et XVIIe siècle où l'on voit le parcours fait par ces promeneurs. Ici, de la porte bourgeoise, ils vont descendre par le chemin des Fossés, descendre par la porte Brunet, la porte Boucaire, remonter par la chapelle de la Madeleine pour revenir par la rue des Couvents et ensuite repartir dans les monuments intérieurs pour rejoindre le menhir. Là, écoutez bien encore, là, agitant la question du déjeuner, question importante même pour des scrutateurs de vieilles pierrailles, disposés à braver les ardeurs de Phébus et à jouer des jambes, selon l'expression vulgaire, on se rallie à ma proposition de traverser tout d'abord la ville du sud au nord et d'aller de suite vers ce point extrême, ordonné pour l'heure de midi un repas confortable. Ici, je vous l'avais dit, que l'excursion était entrecoupée par un repas important. Ici, sans chercher à faire une réclame, qu'il me soit permis de recommander aux vrais touristes exempts de sybaritisme un hôtel, restaurant, auberge, comme on voudra l'appeler, tenu par le sieur Écart, place Marcadieu, où remisent les véhicules venant de Libourne. Ces prix sont loin d'être terrifiants, l'hôte et sa ménagère ont bonne figure, la cuisine est excellente, le logis propre et bien tenu. Cette première question vidée, nous nous rendons à 2 pas de là, à la porte dite bourgeoise. Alors donc ici, nous retrouvons le parcours. À partir de la porte Boucaire, la rue Boucaire, ici, il passe, vous voyez à gauche, au-dessous du Château du Roi, à côté de la Grande Fontaine, puis remonte par la place Piauceau, la rue de l'Abbé Verger et arrive à Marcadieu. Alors, ils ne peuvent pas passer ici-dessous sans découvrir, voilà, l'un des premiers dessins de Emilien Pigano, le lavoir de la Grande Fontaine. Et dans beaucoup de dessins, vous voyez un trait fin, souple, et qui note toujours le clocher isolé, la collégiale et les créneaux de Mallet. Donc, une fois là-haut, ils arrivent à la porte bourgeoise. Voici ici en haut le seul dessin qui ne soit pas de Pigano. Il appartient à Gustave de Galard. Gustave de Galard est d'une génération antérieure. C'est un Bordelais et on voit la porte bourgeoise ici telle qu'elle était à cette époque-là, c'est-à-dire vers les années 1850. Au-dessous, ici une reconstitution de Émilien Pigano sur cette porte bourgeoise où l'on voit ici les 2 tourelles et le petit pont qui entre dans la ville. Cet ensemble appelé le Châtelet nous montre le roi Louis XIII en 1621 qui, venant de Coutras, vient dire sa visite au Saint-Émilionnais. Le soir, il couchera à Castillon. C'est pendant la guerre de religion. Vous voyez encore ici une reconstitution de la vue cavalière de Saint-Émilion où l'on retrouve la porte bourgeoise ici et David Souly vous en a parlé lors de sa dernière conférence. Maintenant, à partir de là, ils vont aller directement voir les grandes murailles et Emilien Pigano dit ceci. À droite de la porte bourgeoise se dresse un énorme pan de mur d'une hauteur de 20 mètres, percé d'ouvertures ogivales, où l'on reconnaît aisément les restes d'une église. Voilà ces dessins des grandes murailles. Alors, 3 dessins différents.
un dessin au crayon tout seul, un dessin ici, alors c'est le côté sud, côté nord ici avec du crayon rehaussé à la plume, et un dessin à droite ici, côté nord toujours, côté sud, un dessin aquarellé. Voilà à quoi ressemblent un petit peu les dessins d'Émilien Pigano. Ce pan de mur appelé Grande Muraille est en effet ce qui reste aujourd'hui d'un couvent des Dominicains ou frères prêcheurs élevé dans la seconde moitié du XIIIe siècle et détruit au XIVe siècle pendant les guerres incessantes de l'époque. Les religieux, obligés de rentrer dans l'enceinte fortifiée, en construisirent un nouveau dont nous verrons tout à l'heure les débris importants. Ce site est une façon de voir d'Émilien Pigano, mais les historiens contemporains, entre autres David Souni et son équipe, Frédéric Boutoul, Pierre Regaldo, Pierre Garrigou-Ranchamp, Agnès Marin, dans leur superbe livre Une ville et son habitat médiéval, ont une autre interprétation historique de ces monuments. À gauche de la porte bourgeoise, le mur de ville percé de 4 fenêtres, très remarquable. Vous reconnaissez tous ici le palais cardinal, que l'on a vu tout à l'heure, mais très magnifié. Je me trompe de manette. Ça va venir. Voilà. Regardez comment Émilien Pigano a rehaussé le palais cardinal. Et la réalité est ici. Voilà. Alors, le côté historique toujours, et nous retrouverons toujours ceci avec Émilien Pigano, le côté poétique et le côté historique. Vous voyez le palais cardinal de ce que sont les historiens, un cardinal de la Motte, neveu du pape Clément V et doyen de l'église de Saint-Émilion, l'aurait habité et agrandi. Quelques pas encore, et l'aspect de la cité devient féerique. Je vais trop vite. Le mur d'enceinte rasé à hauteur d'appui devient, depuis 1740, laisse le regard plongé dans la ville, dont les monuments et les antiques habitations émergent au-dessus des jardins, et plus heureusement distribués par la main de Pomone et de Flore. Vous voyez, on passe de l'histoire à la poésie. Rappel, Pomone était la nymphe romaine de la protection des fruits, et Flore était la déesse romaine de la puissance végétative. Quelques pas plus loin, un retour d'équerre. Alors, on ne dit plus à 90 degrés, lui, il parle de retour d'équerre. Et d'angle nord-est nous amène au chemin des fossés. Un peu plus loin encore, en passant, suivez la flèche, hop, il va tourner ici, angle droit. Un peu plus loin encore, décor nouveau, le clocher découpe davantage sa majestueuse silhouette. Plus près de nous, une maison modernisée, mais garnie encore d'un angle de ces angles d'une guérite à l'encorbellement, c'est ici la maison de la commanderie avec sa guérite à l'encorbellement. Vous voyez. Et cet espace boisé, très boisé, cache le cloître des Cordeliers. Donc vous êtes ici à l'est de Saint-Émilion, sur le chemin des fossés, les fossés étant ici en bas, et vous remarquez toujours ici cet attelage avec une paire de vaches, certainement, et la carriole qui transporte les pierres. Pourquoi des pierres à cet endroit-là? Parce que, voilà, au-dessous, dans le chemin des fossés, il y a des carrières. Des carrières dont Pigano dit les gueules béantes de ces vertigineuses carrières, quelques-unes à 3 étages. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'à Saint-Émilion, les carrières, les carrières de pierre ont été très importantes pour la construction et de Saint-Émilion, de Libourne, etc. On retrouvera souvent ces attelages et quelquefois il y a l'attelage du cheval
et la carriole, et souvent les vaches avec du foin, avec des barriques et avec des pierres. Le chemin se continue. Vous voyez les fossés, le chemin des fossés, et nous arrivons ici, comme il appelle ici, avec surgit devant nous un massif l'arceau ogival d'où pend un débris des ais ferrés de l'ancienne fermeture. Les ais ferrés, c'est les planches. Donc, nous arrivons à la porte Brunet, nous Pourtaou Brunette, comme on le dit, qui historiquement a vu le passage de Sully en 1580 pendant les guerres de religion, Henri IV venant de gagner la bataille de Coutras. Voilà la porte Brunet, que beaucoup de gens connaissent ici, avec l'ormeau, qui malheureusement dans les années 1970 a été abattu parce qu'il était malade. Et nous voyons donc trois croquis. Un premier croquis qui est une ébauche ici de la porte Brunet à l'extérieur, la même un peu plus travaillée ici au crayon, et l'intérieur de la cité avec sa porte Brunet. Émilien Pigano dit que ici, à cet endroit-là, de chaque côté, il y a des soubassements, des tourelles, comme on l'a vu, à la porte bourgeoise. Son dessin ne le montre pas, mais Natacha Sauvêtre, qui a travaillé ici en tant qu'archéologue avant le travail de pavage de la rue, nous les montre et a bien voulu les surhausser pour laisser à la population les restes de ce qu'il y avait au XIIIe siècle. Merci Natacha. À partir de cette porte, nous avons une vue extraordinaire sur la vallée de la Dordogne, la vallée qui est obturée en face par les coteaux de l'entre-deux-mers, la Dordogne qui passe au pied et qui irriguera un certain temps la plaine céréalière, parce que jusqu'en 1900-1905, il n'y avait que des céréales à la plaine, en bas de Saint-Émilion, pour laisser la vigne sur le plateau. David Souni a placé un tableau assez intéressant ici, où vous pourrez, lors de votre passage, vous renseigner sur l'histoire de cette porte Brunet, de la tour du Guetteur qui se trouve ici, et vous passerez un bon moment. En redescendant vers l'arrière, vous descendez le chemin escarpé et vous tombez sur la porte Boucaire. En suivant les fossés et le mur d'enceinte, on tombe sur la porte Boucaille par où ils étaient arrivés. Et vous voyez une échauguette, une gate, dit-il. C'est un petit appendice, on se demande pourquoi il est là, parce qu'il est à l'extérieur du mur d'enceinte, et le pauvre soldat se trouvait bien isolé lorsque les hordes ennemies arrivaient. Mais c'était ainsi. Pour conserver cette guérite, on a coupé, alors ici je vous cite, je lis la colère d'Émilien Pigano en tant que conservateur du patrimoine. Pour conserver cette guérite, on a coupé des deux côtés le mur verticalement. Pourquoi ne l'a-t-on pas conservé, ce mur avancé, dans son entier? Pourquoi aussi n'a-t-on pas su conserver à Saint-Émilion tant d'autres choses? Il existe dans les villes de la France une cité à peu près de même étendue que, grâce aux soins de l'État, on peut voir aujourd'hui régénérée, telle absolument qu'elle était au temps du roi Saint-Louis, la vieille cité de Carcassonne. Pourquoi la cité de Saint-Émilion n'a-t-elle pas eu cette faveur qu'elle eût méritée, elle aussi, à tant de titres comme histoire et comme monument de l'histoire? C'est vrai que toute la descente depuis la porte Brunet, la tour du Guetteur, est complètement laissée en ruine. À partir de ce lieu, il remonte, vous voyez, à partir du sud, il remonte
par la rue de la Madeleine et nous continuons notre course, gravissons un autre sentier rapide à travers rocs et broussailles, sans frémir à l'aspect de ces cavernes ténébreuses qui semblent prêtes à nous engloutir, et de ces masses calcaires à l'épaisse verdoyante chevelure qui surplombent sur nos têtes, et nous sommes en face de quelques débris de murailles qui furent jadis la porte Sainte-Marie. Alors, ça fait partie de la 4e porte, la porte bourgeoise, la porte Brunet, la porte Boucaire, et maintenant la porte Sainte-Marie, en descendant par l'est, le sud, et voilà la montée vers la porte Sainte-Marie qui rentre dans le haut de Saint-Émilion. Là-haut, il nous montre, il nous dit que se trouve une chapelle, Sainte-Marie de Fussignac. Sainte-Marie de Fussignac qui a donné le nom à la porte Sainte-Marie, qui est une chapelle du XIe siècle, renversée complètement à la Révolution, et dont il faut l'œil exercé de monsieur Léo Drouin pour reconnaître le plan. Lorsque je dis monsieur Léo Drouin, c'est écrit ainsi, parce qu'il est plein de déférence vis-à-vis du savant archéologue Léo Drouin. Dans ces parages était le premier monastère de Saint-Émilion, ruiné par Sarrazin au 8e siècle. Il occupait tout le plateau isolé de la ville, qui s'appelle le plateau de la Madeleine. Vous voyez ici, d'après la vue cavalière que vous avez vue antérieurement, l'arrivée des confrères sont arrivés ici par le sud. Ici, la chapelle de la Madeleine et Sainte-Marie de Fussignac à côté. Alors, Sainte-Marie de Fussignac et la chapelle de la Madeleine, le cimetière, c'est le terrain de jeu de Natacha Sauvêtre, et elle pourrait vous parler longuement des pourrissoirs, des piliers, de la croix moderne, etc. Elle est en train de travailler dessus. Si la chapelle du XIe siècle a disparu, celle-ci, il reste la chapelle du XIIIe siècle, ici. Voilà la chapelle de la Madeleine, entretenue religieusement, bien qu'enlevée au culte depuis l'ère sanglante de la Terreur. Sur ce même plateau, une croix contemporaine, voilà, ici, qui rappelle une ancienne lanterne des morts, fanal funèbre, d'un vaste cimetière plus étendu autrefois, qui servait non seulement aux citoyens de Saint-Émilion, mais aux morts de toute la contrée. Et on a retrouvé aussi des morts de pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, qui revenaient donc de Compostelle. On a pu reconnaître que c'était eux, ces pèlerins, à cause des coquilles Saint-Jacques qu'ils avaient sur eux. Depuis la chapelle de la Madeleine, voici un autre dessin de Lydien Pigano, où l'on découvre Saint-Émilion, le fer à cheval de Saint-Émilion, la partie haute, la partie basse, où l'on retrouve la plupart des monuments. Vous avez ici à droite la porte Brunet, la tour du Guetteur, une petite maison reconnue par beaucoup, le cloître des Cordeliers, avec les arbres, les grands arbres ici, les Jacobins, ici, le clocher isolé de l'église monolithe, la tour du roi, un spectacle et une douceur remarquables. Mais le temps presse, il y a tant à voir à Saint-Émilion, nous nous arrachons à regret de ce lieu sanctifié par les âges, et nous reprenons notre pérégrination extérieure du côté de l'enceinte occidentale. Nous sommes donc à l'ouest et nous allons arriver, voilà, en suivant ce chemin, le chemin de la chapelle de la Madeleine, vers ici ce qu'on appelle le château du roi. Alors le château du roi, tel qu'il est analysé historiquement par Émilien Pigano, je suis sûr que David Souni et ses amis vont remettre tout ça en question et sont en train de le refaire dans leur superbe recueil, Une histoire médiévale et son habitat. Au premier plan, perché sur un cube de rocher,
Voilà le donjon carré appelé dans le pays le château du roi. C'est le seul inaltéré que possède aujourd'hui de cette époque romane le département de la Gironde. On le désigne sous le nom de château du roi parce que selon l'opinion commune, réfutée cependant par M. Drouin, qui le croit contemporain de l'enceinte autorisée en 1199 par Jean Santerre, ce donjon, assez petit d'ailleurs, remonterait au roi de France Louis VIII, lequel, en l'an 1224, tout en promettant aux habitants soumis par ses armes de ne point abattre leurs remparts, se réservait le droit d'élever une forteresse sur un point de la ville le plus à sa convenance. Donc, David Souni dit qu'il n'y a pas de château du roi parce qu'il n'y a pas eu de roi. Voilà. Et il donne des détails supplémentaires qui vous paieront. Donc, à partir de ce château du roi, Émilien Pigano dit, dans le fond, apparaît les Cordeliers, c'est vrai, ici, les Cordeliers, les Jacobins, ici, le clocher isolé de la monolithe, la collégiale, et il voit entre, au pied des Cordeliers, l'arceau de la Cadène, qui, cet arceau de la Cadène, faisait la liaison entre la ville haute et la ville basse. Avant d'arriver à l'arceau de la Cadène, il a dessiné énormément de petits croquis sur la tour du roi, depuis les petites ruelles de Saint-Émilion, d'où on peut voir la tour du roi immanquablement. Voici une autre technique de dessin. Et voilà l'arceau de la Cadène, une reconstitution ici peinte par Émilien Pigano, et toujours le détail, la maison en bois, ici, avec l'arceau de la Cadène. C'est ce que nous retrouvons encore aujourd'hui à cet endroit-là. Nous voici maintenant à la porte Saint-Martin, la dernière porte de la ville. Nous venons de ce chemin ici. Ce chemin qui est pavé descend vers la ville et celui-ci va vers le haut de la ville, c'est-à-dire l'église collégiale. Nous voici maintenant devant une cinquième porte de la ville, la porte Saint-Martin, veuve aujourd'hui de ses arcades. Je me rappelle en avoir enfant vu un arceau. De là, par un chemin qui mène dans la direction de l'ouest, à l'ancienne église paroissiale Saint-Martin-de-Mazras, annexe à présent de celle de la ville. Donc vous voyez, en continuant ce chemin et en allant vers la gauche, nous allons vers la sud. En tournant vers la droite, nous avons ce charmant dessin aquarellé qui longe les fossés côté ouest. Et ici, vous avez un reste justement de la porte Saint-Martin qui n'est plus visible maintenant, mais ce reste-là est intéressant. Au bout, on voit le départ ou le haut des grandes murailles. Voici donc ici, au crayon rehaussé à la plume, la suite des fossés, avec ici le pont des Chanoines que l'on voit un petit peu, mais presque effacé. Et bien sûr, les grandes murailles. Un tableau charmant. Voilà la suite avec le pont des Chanoines qui nous permet d'aller à l'intérieur de la ville. On reconnaît aussi le logis de Mallet à Roquefort avec une tourelle hexagonale dont je parlerai tout à l'heure. L'ancien logis Roquefort lui-même, protégé d'un côté par le fossé, de l'autre séparé de la ville par une muraille crénelée, caché tout particulier et rare. Qu'en a-t-on fait? Et c'est là où il s'insurge encore en tant que conservateur du patrimoine. On a abattu sa tourelle hexagonale. On a détruit ses jardins. On a renversé ses créneaux. On l'a mutilé pour en faire une bruyante maison d'école. Eh oui. Voilà. L'intérieur du logis de Mallet. On a vu l'extérieur. Voilà.
On a vu l'extérieur avec la tourelle. Et voilà l'intérieur avec d'un côté les habitations et de l'autre ici, c'est-à-dire ici, le côté crénelé qui devait faire un charmant environnement. Et la tourelle hexagonale que l'on a abattue. On arrive au bout de ce chemin-là, face à la collégiale, qui était nue, et il appelle ça la collégiale de Saint-Émilion dégagée. Bon, il n'y avait pas les jardins qu'il y a maintenant, et par contre, il y avait ici 3 tombeaux dont nous allons voir le dessin et le travail de l'archéologue. Voilà. Voilà le couvercle du tombeau sculpté sur la pierre avec des dessins réguliers et différents selon les pans du tombeau. On a agrandi le travail de l'archéologue pour lire ceci. Couvercle massif à 5 pans avec renflement triangulaire de chaque côté. Pan orné de 16 parallélogrammes de 0,08 de large sur 0,10 de long, renfermant chacun une croix en sautoir. La croix en sautoir, c'est ceci, ben voilà, la croix en sautoir. Voilà. Largeur du pan, 0,16, longueur de l'extrémité au mur de l'église, 1,62 m. Enfin, vous regardez les précisions qu'il peut apporter dans ses descriptions. Le pan B, 19 divisions ornées alternativement de 2 motifs d'ornementation style roman. Voilà, ici. Et ensuite, pan garni de 2 rangées superposées de dents, formant triangle de 0,09 de base et 0,06 de hauteur. Donc des précisions du vrai archéologue. On rentre maintenant dans le cloître de la collégiale. Le cloître de la collégiale, voici une aquarelle. Alors on voit comment il a travaillé sur ses feuillets. Il a collé des petits bouts de papier. C'est pas très grand, ça mesure à peu près 10 cm sur 12, et sur un carton, et le tout dans son carnet. Il travaillait comme ça. Alors on remarque toutes les colonnettes et les enfeux ici du 12e, 13e, 14e et 15e siècle. Donc appréciez ce joli dessin. Voilà l'intérieur du cloître, avec à l'arrière toujours la collégiale et le clocher. Aquarellé, un dessin pris depuis le doyenné, la collégiale derrière. Toujours les 2 colonnettes qui soutiennent le toit, la croix au milieu, et du général qui passe au particulier avec des détails sur les enfeux. Il replie ses cahiers, ses feuilles, il les replie, hop, et il entasse ça dans son carnet. À la sortie du cloître, il appelle le clocher ce colosse de pierre. Ce colosse de pierre qui est roman à sa base, ogival aux étages supérieurs, lançant dans ses airs son aiguille dentelée. Ce monument, orgueil légitime de la cité, objet de sollicitude constante des magistrats,
car ce clocher, dont la pointe ne mesure pas moins de 61 mètres de hauteur, au-dessus du sol de l'église souterraine, plusieurs fois endommagé. Depuis 1717, il a été en reconstruction perpétuelle. Cette croix a été déplacée et se trouve à l'entrée de la collégiale. Elle a été déplacée en 1903. Et si le temps ne nous eût pressés, nous eussions pu voir du haut de ces galeries le spectacle le plus imposant qu'on puisse rêver. Plus de la moitié du département de la Gironde. À l'Orient, la contrée du Puy-Normand et le Castillonnais. Là, les charmantes vallées de la Dordogne et de l'Isle. Ici, les clochers lointains de la Sauve, de Saint-Loubès et de Bassens. Les coteaux de l'Entre-deux-Mers, la jolie ville de Libourne au pied du fameux tertre de Fronsac, les deux nouveaux ponts de Cubzac, et là-bas, dans le fond, au nord, les côtes de la Charente. Depuis la terrasse même de la place, nous pouvons jouir en partie de ce splendide panorama. Monsieur Émile Vautier, se procurant la clé de la grande porte du Doyenné, ils poursuivent leur chemin, toujours. Voilà le Doyenné, ici le clocher, la croix, ici le Doyenné, qui est maintenant l'office du tourisme, avec l'entrée du cloître, que vous reconnaissez, et le restaurant. Monsieur Vautier nous fait examiner les restes des peintures sacrées que décorait la salle du réfectoire des chanoines, transformée maintenant en atelier de charpenterie. Mais au logis, autrefois chapelle et dépendance du chapitre, nous avons eu le regret d'apprendre la récente disparition des peintures murales décrites par M. Drouin. Donc, à partir de là, ils ne vont pas plus loin et ils vont descendre par la rue du Clocher pour retrouver la rue Gadet actuelle avec la façade du couvent des Jacobins. En descendant encore sur la rue Gadet actuelle, ils retrouvent la maison des Templiers, cette maison des Templiers ou maison gothique a été étudiée magnifiquement par David Souni, Agnès Marin, et je répète, Pierre Garrigou-Grandchamp, Pierre Regaldo, Frédéric Boutoul, des corbeaux ici. Et d'après leur reconstitution du milieu du XIVe siècle, ces différents corbeaux sur les façades qui rappellent l'existence d'ouvertures et de balcons. Ils continuent leur périple pour arriver devant les Cordeliers. Voici ce qu'ils voyaient en 1885 avec l'arbre au milieu. Toujours la commanderie ici avec la guérite en encorbellement, l'église collégiale et l'entrée donc des Cordeliers, avec ici les arcs qui continuaient sur la rue Gadet. Ils entrent dans le cloître des Cordeliers et il le décrit comme suit. Ce second couvent nous est ouvert. Au-delà d'une cour quadrangulaire, semblable à toute cour de ferme, apparaissent, coup d'œil magique, les cloîtres, ou plutôt les débris du cloître, recouverts comme d'un immense parasol par un noyer gigantesque, qu'accompagnent les ronces, les lierres, les lianes, les herbes de toutes sortes, immenses tapisseries posées par la riche nature sur les vieilles murailles débréchées. Vrai décor d'opéra auquel il ne manquerait que les nonnes de Robert le Diable. Alors, quelques explications par rapport aux nonnes de Robert le Diable. Robert le Diable était un opéra de Meyerbeer, le premier opéra français qui a été composé en 1831, où, malheureusement, le spectaculaire est là au détriment du drame. C'était donc le premier opéra français. Lorsqu'il parle des nonnes de Robert le Diable, il s'avère que lors d'une scène de cet opéra, dans un acte de la pièce, les nonnes damnées se lancent dans un diabolique bacchanal et on peut voir donc tout ceci virtuellement, les bacchanales étant des fêtes religieuses célébrées dans l'Antiquité, où les gens étaient plus ou moins
sont abîmés. Ici, on voit il montre un escalier du XVIIIe siècle, un large escalier du XVIIIe siècle qui conduisait naguère aux chambres des religieux. Aujourd'hui, voûtes et plafonds sont tombés. Chaque jour arrache une pierre à ses ruines. Il faut s'armer de courage pour s'aventurer au milieu des décombres sous ces arceaux menaçants. Mais la science est intrépide. Vous voyez ici l'église des Cordeliers et M. Drouin dit ceci. L'église elle-même a voulu rivaliser de pittoresque et les arbres qu'elle renferme, véritable forêt vierge, dépassent le faîte des murs. Ici, tout est ruine sur ruine, chapelle, cloître que l'insouciance, peut-être le défaut, d'un entretien dispendieux perdra quelques jours à jamais. Hâtons-nous d'en conserver par le dessin fidèle ou la scrupuleuse photographie, au moins le souvenir. Natacha Sauvêtre, ici présente, peut vous parler de tout son travail de restauration qu'elle a pu faire sur cette église. Sortant de l'église, nous examinons l'extérieur toujours accessible. Voilà. L'extérieur, alors l'extérieur côté est, où vous voyez ici toujours les ruines dont on parlait, nous étions tout à l'heure à l'intérieur du cloître, et les ruines, et toujours le clocher isolé, et un cul de four ici. Voilà. Voilà, l'autre extérieur, l'extérieur vers l'entrée où un talus descend vers le Cap de Pont. La rue Gadet a ouvert tout ceci et en même temps a abattu tout ce pan ici de la commanderie. Monsieur Garrigou-Grandchamp vous en a parlé l'autre jour. Et vous voyez donc toute cette partie dessinée par Émilien Pigano, et toujours du général au particulier, nous avons tiré ici ce petit détail qui est assez joli avec une petite rosace et un arc bien organisé. Il écrit ceci, commanderie, portion condamnée pour faire la rue en 1871. En perçant la rue aussi, Émilien Pigano fait remarquer qu'ils ont percé aussi des silos. Alors, ces silos étaient des lieux où on conservait du grain. Et là aussi, son travail d'archéologue nous montre le croquis, les mesures, les dimensions, etc. Mais encore une fois, vous lirez dans le recueil Saint-Émilion, une ville médiévale et son habitat, ce que en disent les auteurs à propos des silos, qui ne sont pas toujours des silos à grains, mais destinés à d'autres fonctions. Maintenant, nous arrivons à l'église. Ils reviennent à l'église collégiale parce que au départ, elle était il y avait un office, donc ils n'ont pas voulu perturber l'office. Vous voyez l'église collégiale avec des coupoles qui me semblent bien basses par rapport à la réalité, mais celle-ci est peut-être plus parlante. Et toujours du général au particulier, voici les peintures murales découvertes par Émilien Pigano. Alors, il cite Libre maintenant nous permet d'admirer les trois coupoles qui restent ces peintures murales, la légende de Sainte Catherine, voilà, les traces de celle-ci qui la couvraient en entier, les deux petits tableaux sculptés en albâtre de l'hôtel Saint-Michel, Adoration des mages, Sortie de sépulcre, un petit bijou bas-relief en ivoire, la crucifixion sur la porte d'un petit tabernacle, etc., etc. Voilà les détails. Et entre autres, deux verrières qui ont été données par Louis XII au XVe siècle. Ici, vous avez les stalles de l'intérieur de la collégiale, avec, comment on appelle ça, avec les petits personnages
que vous verrez en détail. Les stalles sont en bois, bien sûr. Ces petits personnages, vous voyez, ce sont des personnages humains. Vous avez l'allure simiesque, vous avez des dragons, vous avez des tentes, et il aimait croquer tous ces petits détails. Puis, évidemment, après la collégiale, l'église monolithe. L'église monolithe, la première impression que l'on éprouve en entrant dans l'église monolithe, dit le guide de Saint-Émilion, est un sentiment de profond étonnement et de religieuse terreur qui vous arrête sur le seuil. La phrase est juste. Ce vaste souterrain de 38 mètres de long, large de 20, composé de 3 nefs dont les voûtes paraboliques reposent sur 10 piliers carrément taillés, éclairé par des fenêtres flanquées d'une longue galerie tapissée de tombeaux, etc., etc. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est les enfeux, chers à Pierre Regaldo, qui nous en a parlé il y a quelques jours lorsqu'il a fait l'étude de l'église monolithe. Cette crypte est sans contredit unique en France. C'est là la gloire de la cité, dit-il. Au sortir de l'église monolithe, ici, l'entrée de l'église monolithe, vous voyez la place du marché, nue, avec donc le rocher, le clocher, et ici, la chapelle de la Trinité. J'ai choisi aussi un autre dessin, plus animé, où l'on retrouve les charrettes, les bœufs et les dames qui sont au marché, avec les paniers sur la tête. Je rappelle que nous sommes en 1850-1870. Ce tableau de Pigano aussi de la place du marché est intéressant parce qu'il vous montre plein de choses. Entre autres, toujours le clocher de l'église monolithe, les 3 ouvertures, la porte et la sortie de la messe, la croix au milieu de la cour. Ensuite, ici, la chapelle de la Trinité, le château du roi, et on remarque ici la porte Saint-Martin. Puis ici, le logis de Mallet, la tour hexagonale et la collégiale. Donc, vous avez ici un panorama assez intéressant, historique de la ville de Saint-Émilion. Ici, aquarellé, la chapelle de la Trinité et la descente ici de la Cadène. Puis au crayon, ici, la chapelle de la Trinité. Derrière la chapelle de la Trinité, ce qu'on appelle la grotte dite de Saint-Émilion ou la grotte de l'Ermitage. La grotte de l'Ermitage était donc le lieu où le Saint Émilion vivait, avec ici une source et là son siège, qui est devenu une légende maintenant, parce qu'il s'appelle le siège de la fertilité. C'est-à-dire que les dames qui veulent avoir un enfant, si elles s'assoient sur ce siège, auront un enfant dans l'année. Il se dit ceci. L'autre légende, c'est l'histoire de la source qui est ici et qui serait remontée depuis la vallée jusque là. On peut y croire. Notre programme comportait une visite au menhir de Pierrefitte. Situé à une lieue, proche des bords même de la Dordogne, il faut se hâter. Les heures passent si vite à Saint-Émilion. Nous sillonnons quelques rues escarpées, comme le sont presque toutes les avenues de la ville haute. Nous passons au château du roi, dont l'ascension nous eut trop attardé. Là, d'immenses soupiraux, celliers sombres où se parfume le limpide Falerne. J'expliquerai tout à l'heure. Là, des rochers supportant des ruines, partout des plantes saxatiles, violets et giroflées, des cèpes verdoyants et les figuiers aux larges feuilles, arbres des ruines et du silence.
Vous voyez qu'il passe de l'histoire à la poésie, à la description poétique, et c'est assez savoureux. Le Falerne, c'est une ville de Campanie où l'on faisait de très bons vins dans l'Antiquité, le vin de Falerne. Les plantes saxatiles, c'est des plantes qui croissent dans les rochers. Alors, ils ressortent donc de la grotte pour arriver à Saint-Martin-de-Mazras. Vous voyez comme ces cahiers sont faits. Hein. Là, c'est du lavis, hein, et c'est collé, ces feuilles sont collées sur une autre feuille et repliées dans son carnet. Ici, l'église de Saint-Martin-de-Mazras avec les carrières de pierre au-dessous, le cimetière et le clocher roman qui a été descendu. Donc voilà le clocher roman, le cimetière, les grottes, et toujours du général au détail. Ici, une autre face de l'église Saint-Martin-de-Mazras, avec ici les détails entre les colonnades et les voûtes. Et ici, les modillons qui soutiennent aussi sont des détails qui sont en saillie d'une corniche. Toujours les animaux et toujours les humains avec des têtes un petit peu inquiétantes. Nous voilà donc au pied de la Dordogne, au menhir, le fameux menhir. Pourquoi ils sont allés au menhir? Parce que l'habitation d'Émilien Pigano se situe à quelques pas du menhir. Donc, en passant, ils sont allés dire bonjour au menhir et ils nous montrent donc cette pierre. Il en fait le dessin par rapport à un homme et pour qu'on voit la proportion. Et toujours ici, le travail de l'archéologue avec la dimension. Je vous montre ceci. Donc, le menhir et les dimensions. Alors, mon écran est caché. Donc, il mesure à peu près 5 mètres de haut, 5 mètres 80, 90. La hauteur des rétrécissements, la plus grande largeur au rétrécissement, l'épaisseur, etc. Donc, c'est un détail assez fabuleux. Il y a 20 ou 30 ans, on avait découvert dans le voisinage immédiat du menhir un tombeau en briques qui renfermait avec les ossements des clés que je possède et que M. de Caumont lui-même faisait remonter au moins à l'époque carolingienne. Peut-être que notre confrère a-t-il découvert quelques bouts de tirse indicateurs dans le petit sentier tracé à 12 ou 3 000 ans de nous par ces peuplades celtiques qui venaient au clair de la lune, comme les fées des légendes, ou aux chauds rayons de soleil dansaient autour de la pierre, en agitant ces sceptres enguirlandés de pampres que les arts et la poésie mettent dans conjectures plus ou moins fondées. Donc, le menhir est quelque chose qui est encore en discussion. Par contre, il dit ceci: pour ma part, sans toutefois avoir la prétention d'être bien dans le vrai, je croirais volontiers à une certaine corrélation entre notre menhir et les silos récemment découverts sur le sol même de la ville de Saint-Émilion, jadis peut-être un oppidum gaulois. Voilà son interprétation. À quelques pas de la pierre de Pierrefitte s'élève une modeste habitation, trop modeste à mon grand regret, mais cordialement ouverte aux amis et franchement hospitalière. C'est là que nous attendent mon excellente famille, avec l'aimable demoiselle propriétaire du menhir. Je signale qu'Émilien Pigano est mort célibataire.
Un moment de halte, une gaie causerie et un flacon non préhistorique, il est vrai, mais authentique, nous dédommagent un peu de notre fatigue et les disposent à regagner par la belle route de Bergerac à Libourne, la gare de cette dernière ville, et nous arrivons vers 7 heures où nous retrouvons notre ami Ferré, des éditions Ferré, et nous emporte le train qui nous débarque à Bordeaux à 8h10, toujours la précision. Voilà, messieurs, une journée bien remplie à laquelle bon nombre de nos collègues regretteront, j'en suis sûr, de n'avoir pu participer. Merveille sur merveille. Dépenses relativement minimes. Beau pays, franche hospitalité, cordialité constante, joyeux rire. C'est ainsi que 7 amateurs intrépides ont inauguré le dimanche 14 juin les excursions de la Société archéologique. Le compte rendu de Émilien Pigano est terminé. Et grâce à cette excursion menée par Émilien Pigano, nous avons pris conscience de Saint-Émilion en 1855. L'état des monuments, leur histoire avec les sources du moment, le constat de ceux qui n'existent plus. Nous avons surtout fait connaissance avec Émilien Pigano, le conteur talentueux à l'âme de poète, aux références classiques, musicales, classiques, le dessinateur délicat, l'historien de sa ville, l'archéologue dont les dessins portent la marque de sa scrupuleuse exactitude et de son cachet personnel. N'oublions pas qu'il fut un archiviste reconnu dont les recherches étaient destinées à tous les publics. Il partageait avec beaucoup de cofondateurs de la SAB des convictions républicaines. Peut-être notre 14 juin, nous retrouverons-nous sur les pas d'Émilien Pigano à l'initiative de la SAB ou votre société. Mais avant de nous séparer, de clôturer les cours publics sur Saint-Émilion et les 8 visioconférences, je voudrais vous... Grâce à l'amabilité de la famille Bruno, propriétaire du château Pigano, anciennement Clos Pigano, ayant appartenu à la famille des Pigano, je vais pouvoir vous dévoiler 5 clichés pris parmi d'autres qui montreront une autre facette des intérêts de notre artiste. Il pouvait sortir de l'austérité des vieilles tirailles. Donc voici 5 clichés inédits, bruts, sans modification photographique ni informatique, pris il y a quelques jours seulement, inconnus de presque tous. Voilà, le lieu-dit Jean Melin, l'endroit où Émilien Pigano avait sa maison. Nous sommes ici, il dessine depuis la rive gauche, sur le lieu-dit Jean Melin, en bord de Dordogne. Donc, Jean Melin est une enclave entre Libourne et Saint-Sulpice-de-Falérins, une enclave de 500 mètres à peu près, appartenant à Saint-Émilion. La maison d'Émilien Pigano est sise en ce lieu, dans le regroupement de maisons sur la rive droite. C'est donc un familier des activités de la Dordogne. Et voilà un placard à l'intérieur de la maison, conservé en ce moment par la famille Bruno. Ce sont les peintures de Pigano, qui Pigano donc nous relate la vie quotidienne à la campagne. Et ce qui nous intéresse, c'est ce morceau de placard, ici que nous allons agrandir, étant donné qu'il est en bord de Dordogne. Nous voyons donc la lauze, la lamproie et l'anguille, qui seront préparés par la cuisinière de la maison. C'était la cuisinière de la famille Pigano. Et Émilien Pigano nous laisse donc sur place un carnet de dessin, voilà son carnet de dessin, avec le Clos Pigano, c'est-à-dire sa propre maison et de ses parents, maison familiale de l'artiste, où nos compères se sont réunis avant de rejoindre Bordeaux le 14 juin 1885. Et je vous remercie. Bravo, c'était une visite dans l'espace, dans le temps, un peu partout. Et c'était vraiment très intéressant, très documenté. Bravo à Pierre et bravo à Pigano aussi quand même un petit peu. Et je voudrais juste rappeler une petite chose, c'est que en 95, c'est ça, on est dans 95, hein, il y a 85. 85, 85. pardon, 85,
il n'y a à ce moment-là de classé monument historique que la collégiale. Tout le reste n'est pas encore reconnu. La monolithe est classée en 86, l'année suivante. Et il y a un grand classement en 89 sur beaucoup de choses, dans la Tour du Roi, etc. Donc, il y a un petit côté précurseur de Pigano par rapport aux monuments historiques aussi. Puis, il y a une chose qui me frappe aussi, c'est combien, quand même, quelle que soit la valeur de Pigano comme archéologue, comme historien, on a quand même passablement évolué aussi sur un certain nombre d'interprétations. Et donc là, je voudrais adresser vraiment des félicitations à mes collègues qui ont travaillé dessus, David, Natacha, etc. Je dis ce que je vois là à l'instant. J'ai oublié de vous resituer le menu. Ah oui, le menu. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Oui, ça doit. Cacahuètes. Consommé en tasse. Saumon de l'Adour, sauce divine. Cœur de filet de bœuf bouquetière. Poularde sur canapé. Asperges sauce hollandaise. Fromage. Bombe Nélusco. Saint-Honoré. Autres desserts. Fruits, friandises, café, liqueurs, sans compter les vins, ou plutôt les vins sans compter. Oui, c'est Pierre Regaldo peut répondre, parce que ces dessins viennent d'être numérisés par la Société archéologique de Bordeaux, et tels que vous les avez vus là, ce sont des dessins qui viennent d'être numérisés. Oui, oui, les cahiers de dessin de Picano ont été légués à la Société archéologique de Bordeaux et donc on les a scannés pour pouvoir les mettre en ligne le moment venu. Pour le moment, il y a encore des difficultés avec les serveurs des archives départementales. Madame Pigano. Encore à la société. Voilà, ça y est. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Oui, je voulais savoir si Émilien Pigano, qui est né à Aix, à ce que j'ai vu, appartient à une famille Pigano qui était très prolifique et relativement connue, vu que c'était une famille de banquiers et qui était à Bordeaux. En principe, non. Pas directement. Parce que c'est le même orthographe quand même. Hein. Oui, mais pas directement. On a fait quelques recherches généalogiques, mais pas directement. Mais on va continuer ces recherches puisque je dois travailler sur un recueil beaucoup plus précis que là. Là, j'ai beaucoup épuré, mais je dois y travailler dessus. Je dois compléter mes renseignements. Le patronyme Pigano, c'est vraiment originaire de Bordeaux. On a un arbre généalogique qui remonte à 1600, quoi. Donc, le grand-père de Pigano était de Saint-Isaac de Curton. Eh bien, c'est ça. Donc, c'est ça. Dans l'Entre-deux-Mers. Oui, c'est ça. Et au départ, ils étaient tonneliers. Oui, oui. Donc, Isaac de Curton, alors, enfin, il y a un Pigano qui était. Enfin, bon, voilà, non, mais Isaac de Curton, c'est ça. Oui, oui. Alors, ensuite, on va. Alors, si vous avez. Ça peut m'aider aussi, si vous avez. Oui, mais pourquoi pas. Des renseignements. Bon. Parce que maintenant, il faut que j'aille vers quelque chose de très, très précis pour écrire dans un recueil, que ça soit très, très précis. Là, j'ai choisi des choses rapidement. Et je voulais poser une autre question sur la localisation du menhir. Oui, il est facile à trouver. Lorsque vous êtes à Libourne, que vous allez vers Saint-Sulpice de Falers, c'est-à-dire vers l'est, vous faites 3-4 kilomètres après le carrefour de Saint-Émilion vers Saint-Sulpice.
vous passez devant la maison Pigano, d'abord, en bord de route, le château Pigano. Oui, je le connais, oui, oui, oui. Mais 100 mètres plus loin, vous avez le menhir qui est en bord de route. En bord de route. 50 mètres. J'ai jamais vu, enfin, j'ai jamais remarqué. Bon, d'accord. Il est peut-être caché par la végétation, je ne sais pas. Oh non. Oui, il y a la fête du menhir aussi au mois de juin. D'accord. Donc là, c'est intéressant parce que Monsieur Kerr s'intéresse à beaucoup, organise cette fête du menhir tous les ans et c'est très, très intéressant. D'accord, merci beaucoup. Oui, David Souni nous précise que c'est le plus gros menhir de Gironde. Hein. Il est quand même bien visible, oui, effectivement. Mais je suis surpris qu'un Pigano, avec tout ce que l'on a entendu en plus de la présence à Bordeaux et dans le coin de cette famille, né à Aix, s'installe à Saint-Émilion et s'appelle Émilien. J'ai une surprise de ce côté-là. Il y a quelque chose quand même qui est à piocher. Les Émile, le prénom Émile est un prénom récurrent dans la famille Pigano. Le frère s'appelait Émile. Émilien Pigano avait un frère et une sœur. Oui, mais je vous dis, d'une manière, moi, dans ma propre filiation, mon père s'appelle Émile, mon arrière-grand-père s'appelait Émile, et il y avait déjà un Émile encore avant, ce qui doit correspondre à la génération. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, ça m'a fait tilter quand j'ai vu Émilien Pigano, surtout écrit de la même manière. Et vous m'avez dit Tuzac de Curton, donc c'est sûr. Ils sont passés par Auch après. Après le sud-est, ils sont passés par Auch et après Auch à Bordeaux. Parce que le papa travaillait dans l'administration, dans les impôts. Et la maison de famille était Cour d'Albret, au 17 Cour d'Albret. Mais vous dites bien que le grand-père était originaire de Tisac de Curton. Mais c'est ça. Donc c'est ça. On se reverra. Les premiers Pigano, c'est 1600, ils sont laboureurs. Puis après, ils montent en grade, ils sont artisans, tonneliers, voilà. Et puis après, ils décollent. Merci, madame. C'était vraiment passionnant. Il y a eu plein de félicitations de tout le monde. Un grand merci pour cette conférence, la collection de dessins en anglais hein, aussi, bien sûr. Des félicitations, etc. Non, c'était vraiment très, très intéressant de faire cette visite et de revoir tout. Ah, David, tu as levé la main, pardon. Oui, juste pour dire par rapport aux peintures de Pigano qui sont probablement encore moins connues que ces dessins, je trouve ça vraiment intéressant, Pierre, que tu aies pu mettre en avant ces collections. Je crois qu'il y en a une deux à la mairie et puis une à la Société d'histoire et d'archéologie de Saint-Émilion. Et je trouve la vue du palais cardinal particulièrement intéressante, même si les proportions sont faussées. Mais cette représentation de ce Châtelet là, qui n'existe plus aujourd'hui et dont Natacha a trouvé effectivement des fondations sur une autre porte, je me souviens d'un texte, enfin Pigano évoquait un texte décrivant ce Châtelet disparu de la porte bourgeoise. Et quand Natacha a retrouvé les fondations sur la porte Brunet, ça m'a semblé être très évident la description que faisait Pigano. Mais jusqu'à récemment, je ne connaissais pas la peinture de restitution qu'il a fait du Palais Cardinal. Et ce serait intéressant de creuser là, sur les sources qu'il a pu avoir, parce qu'on a une vue qui finalement est probablement assez fidèle de ce que devaient être les entrées de ville de Saint-Émilion au début du XIIIe siècle. Donc moi, j'ai beaucoup aimé cette peinture. Merci Pierre. Mais il a dessiné de la même façon la porte Brunet, la porte Boucaire aussi. Si tu remarques bien, les trois portes sont identiques. Porte Boucaire, porte Brunet et porte Bourgeoise, avec les tourelles et le petit pont formant le Châtelet.
sur la vue cavalière. Oui, mais c'est probablement un dispositif qu'on devait trouver sur la plupart des portes parce qu'au niveau de la porte du chapitre et de la porte Saint-Martin, on n'a pas le dispositif de barbacane bien conservé, mais par contre, on a le bloc rocheux au milieu du fossé, là, comme ce que l'on connaît pour la porte Brunet. On l'a sur ces deux portes également, donc il y a fort à parier que sur cette dalle rocheuse conservée au milieu du fossé, on devait avoir le même dispositif de Châtelet, là, de barbacane, que Pigano, au final, a été le premier à comprendre et à nous mettre en avant. Ça, c'est la vue des fouilles avec les deux murs et les deux tours, en fait, les arrases des tours qu'on avait trouvées. Voilà. Et que restauré et mis en valeur via Denis Boulanger. Hein. Oui. Moi, j'y suis pour rien. Hein. Bah si, quand même, un peu. Oui, mais bon, c'était là, ça attendait seulement. Hein. Tu l'as révélé. Voilà. Il me reste encore à remercier énormément Pierre Lucu de tous les efforts qu'il a fait et c'était absolument passionnant ce qu'il a fait. J'ai aperçu Hugo. Tout à l'heure, ton petit-fils te saluait, je ne sais pas si tu avais vu, Pierre, et voilà. Ben voilà. Bon. Merci à tous. Merci la petite énormément. famille. Merci Pierre. C'est super.